Bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin à la plénière d'ouverture. Alors le timing est très très serré, ça sort, ça rentre et on essaye de tenir les objectifs de temps en temps imparti et c'est pas toujours évident. Bien sûr, je vous laisse le temps de vous installer, mais malgré tout, on va commencer d'ores et déjà, puisque on ne peut pas décaler pour la plupart d'entre vous, vous avez des rendez-vous à suivre. Donc je vous remercie de vous installer en silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous allons démarrer cette table ronde intitulée l'urgence climatique, l'économie bas carbone et l'entreprise au secours de l'accord de Paris. C'est un sujet, et pour ceux qui étaient là ce matin avec Pierre Larouturou, on voit bien à quel point nous avons du mal à le traiter en quelques minutes. Malgré tout, on va essayer de relever le défi donc avec nos intervenants, Thibaut Braque de la Perrière, Thierry Fornas, Laure Mandaron et Jean-Guillaume Péladan. Je vous présenterai plus exhaustivement, bien sûr, tout à l'heure. Alors, quelques mots pour préciser le périmètre de nos échanges ce matin. L'urgence climatique, évidemment, c'est des chiffres que vous connaissez maintenant tous. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont en hausse en 2018 de 1,7% et un tiers de cette augmentation est due au charbon. Et le GIEC estime qu'il faudrait maintenant réduire de 45% ces émissions liées à nos consommations d'énergie essentiellement d'ici 2030. 2030, ce n'est pas le futur. 2030, c'est dans 12 ans. Et puis arriver quasiment à la neutralité, donc en 2050, sachant que le scénario pour 2050 est déjà extrêmement, extrêmement catastrophique, comme nous l'a annoncé Pierre Larouturou, ou rappelé malheureusement Pierre Larouturou ce matin. L'action ne peut être qu'une action à extrêmement grande échelle. Elle sollicite donc le monde économique et de la finance pour mener une transition énergétique nécessairement accélérée. Et c'est de façon tout aussi accélérée qu'on va évoquer ces multiples sujets avec vous. Nous allons dans un premier temps mettre en perspective les cadres et les objectifs de la transition énergétique, si toutefois c'est possible. Thierry, tu auras ce défi à relever. Esquisser un panorama des stratégies peut-être les plus avancées, les plus pionnières des entreprises en matière de décarbonation de l'énergie et des actifs, y compris des actifs financiers. Rappeler les référentiels et les outils qui encadrent aujourd'hui l'objectif de l'action climatique. Et je vous propose maintenant de commencer nos échanges en rappelant le contexte dans lequel s'inscrivent ces questions que nous allons nous poser à travers deux notions qui font aujourd'hui référence, qui nous offrent des prismes d'analyse, des cadres à la fois cognitifs et d'action à travers lesquels s'opère cette transition. Je parle, de la neutralité carbone, de la finance verte. Alors j'ai décidé un peu arbitrairement de les traiter de façon parallèle parce que je pense que c'était intéressant de voir comment ils sont complémentaires. Je commence par toi. Je ne vais pas dire vous, Thierry, parce que je n'y arriverai pas jusqu'au bout. On se connaît bien. Thierry Fornas, donc tu es président d'EcoAct, cabinet de conseil, leader en solutions climat. La neutralité... Ah oui, pardon, je ne t'ai pas rapproché le micro. La neutralité carbone, puisque c'est de ça dont nous allons parler, est devenue un paradigme pour lutter contre le dérèglement climatique et surtout engager les organisations dans la transition énergétique. Alors, quand on parle de neutralité carbone, comment on la définit et qu'est-ce que cela implique? Alors, en 2 minutes, bon courage. Merci Vanessa. Donc, effectivement, c'est un vaste programme de revenir sur ces définitions. La neutralité carbone, donc, comme tu l'as rappelé, 2018, on a une hausse de 1,7% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année antérieure. Donc on voit que la neutralité carbone devient une nécessité. Donc c'est devenu une ambition universelle. Elle était inscrite à l'agenda politique en 2015 avec l'accord de Paris. Donc elle implique une maîtrise des températures bien en deçà d'une dérive de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, par un équilibre entre les émissions de CO2 et les absorptions de CO2 par les puits, c'est-à-dire les forêts, les océans et puis les techniques de capture et de stockage du CO2. Donc c'est important, la différence entre les gaz émis, les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions doit être égale à 0. Donc on va parler aussi de 0 émission nette pour définir la neutralité carbone.
Alors au niveau international, c'est vrai, tu l'as rappelé, il y a le rapport du GIEC qui est sorti en octobre 2018 qui stipule qu'il y a urgence à agir et agir de façon radicale. C'est-à-dire on ne peut plus se permettre d'attendre. Il faut atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 pour maintenir une évolution des températures à 1,5 degré. Et si on attend 2075, donc ce sera une évolution des températures de 2 degrés. Oui, Pierre Larouturou nous disait même qu'il fallait d'ores et déjà oublier le scénario à 1,5 degré. On est optimiste aujourd'hui, on est entre nous, donc on peut il, se permettre il était aussi, optimiste. malgré tout. Il était aussi. Voilà. Donc, au niveau de la neutralité carbone, des organisations, des États se sont emparés de la neutralité carbone. À l'échelle européenne, en 2018, a été annoncée la neutralité carbone à horizon 2050. La France, dans le cadre de son plan climat, à l'été 2017, avec Nicolas Hulot, a annoncé aussi la neutralité de la France à horizon 2050. Et puis la ville de Paris aussi, donc des villes aussi s'emparent de ce sujet en définissant en 2018 la neutralité carbone horizon 2050. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à l'échelle des territoires, des organisations, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de consensus autour de la neutralité carbone. Donc, aujourd'hui, EcoAct, pour avancer sur ce sujet, puisque, comme on le dit, comme on le rappelle toujours, il y a urgence à agir, avance sa définition de la neutralité carbone, qui est l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre d'une activité sur son périmètre de suivi, et puis les émissions évitées ou séquestrées en dehors de son périmètre de suivi. Et ce sont des émissions qui seront financées par cette organisation ou ce territoire. Donc c'est très important. Donc ce qu'il y a, c'est qu'une organisation qui veut avancer sur la stratégie de neutralité carbone doit mettre en œuvre 3 actions simultanées qui sont, 1, la mesure les évaluations de ces émissions de gaz à effet de serre sur son périmètre d'activité, 2, la sobriété, c'est-à-dire mettre en place des plans d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soient en lien avec la science, donc là, le Science-Based Target, bien sûr, pour justement pour maintenir les températures inférieures à 1,5 quand on est ambitieux ou 2 degrés. Et ensuite, le financement de la transition vers un monde neutre en carbone et résilient aux impacts du changement climatique par le financement d'actions en dehors de son périmètre de suivi. Donc là, ça va être de l'achat de crédit carbone, ça va être le financement de projets de compensation carbone ou le financement de technologies de R&D qui vont ouvrir la voie à des nouvelles technologies de réduction ou de séquestration du carbone. Donc, pour terminer, la mission d'EcoAct sur ce volet de la neutralité carbone, c'est d'accompagner les organisations et les territoires à mettre en œuvre une stratégie de neutralité carbone, donc qui tienne compte des contraintes de chaque organisation, de façon à faire en sorte que cette stratégie soit vecteur de performance économique durable. Merci Thierry. Alors juste une chose, on est nombreux à l'avoir lu dans la presse. Cette notion de neutralité carbone, elle a un petit peu attiré l'attention des médias ces derniers temps et qui ont pointé le fait que ça nous faisait oublier l'objectif facteur 4 et qu'il était de fait moins ambitieux, ce qui n'est pas le cas parce que tu l'as dit à l'instant. Dans la neutralité carbone, on prend en compte la notion de séquestration, ce qui est aussi tout à fait nouveau, me semble-t-il. Je crois. En quoi l'objectif de neutralité carbone n'est pas moins ambitieux que le facteur 4 ou l'est-il? Je ne sais pas. Alors merci de le rappeler, Vanessa. En fait, c'est une idée fausse. L'objectif de neutralité carbone a deux implications. Donc déjà, la première implication, c'est qu'il est plus ambitieux que le facteur 4. Et deuxièmement, pour arriver à cet objectif, on doit concilier la séquestration des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre et des réductions qui sont indissociables pour parvenir à cet objectif. Donc c'est très important. Si on regarde le facteur 4, on réduit de 75% les émissions de gaz à effet de serre. Il va rester 25% d'émissions résiduelles à réduire ou à séquestrer. Donc c'est très important. Si on regarde la neutralité carbone, l'objectif de neutralité carbone va donner une part importante aux puits de carbone. Donc on parle de l'utilisation des terres, leur changement et les forêts, qui vont permettre, donc via le label bas carbone par exemple, qui va développer la capacité de séquestration au niveau du territoire national français,
va permettre de développer cette faculté de séquestration. Et on estime que la séquestration à horizon 2050 par l'UCTF va permettre de capturer 80 millions de tonnes de CO2. Donc si on combine cette séquestration de 80 millions de tonnes avec de la réduction pour arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire à zéro émission nette, ça veut dire qu'il faut être sur un facteur qui va être un facteur de 6 à 7. Oui. Donc si on regarde maintenant, si on compare le facteur 4, les réductions liées au facteur 4 et ce facteur 6 à 7, il y a un effort de 70% qui est fait en termes de réduction. Donc on voit que la neutralité carbone ouvre la voie à une réduction des émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus ambitieuse. Merci Thierry donc, pour cette précision. Alors Jean-Guillaume Péladan, vous êtes directeur de la stratégie environnement chez Sycomore Asset Management. C'est une société de gestion entrepreneuriale. Vous agissez depuis toujours, y compris dans votre parcours à vous, personnel, professionnel, en tant qu'investisseur responsable, selon l'approche de ce que l'on appelle aujourd'hui la finance verte, ce qui est rentré dans notre langage commun maintenant, qui définit les actions et les opérations financières qui vont favoriser la transition énergétique. Alors, vous, c'est plutôt ce cadre-là que vous empruntez et vous êtes peut-être un peu même critique vis-à-vis de celui de la neutralité carbone. Critique, non. On a une vision plus large, capital naturel. Après la discussion finance verte versus le carbon only, comme on dit en anglais, oui, l'idée n'est pas de les opposer d'ailleurs. Elle est finalement assez connue, c'est une question de complémentarité. Donc pour parler des définitions, c'est fondamental. Qu'est-ce que c'est la finance verte? C'est la finance qui finance donc des actifs plutôt verts et qui ne finance pas, très important, des actifs marrons, comme on dit souvent, brown revenues en anglais. Donc c'est tout simple et la définition, elle est dans l'actif financé, donc dans l'activité de l'entreprise, de l'État, du périmètre de projet ou dans l'infrastructure qui est financée. Et c'est là que le fait de prendre un périmètre uniquement carbone ne va pas donner le même résultat, ni la même stratégie, ni le même reporting qu'un périmètre capital naturel. Et je vous donnais 3 exemples très simples. Si on regarde que le carbone, on va dire que l'énergie nucléaire est une énergie verte. Ce qui est vrai du point de vue du climat, ce qui n'est absolument pas vrai du point de vue d'autres externalités, notamment les déchets radioactifs. Et donc, en étant carbone only, on va faire un contresens majeur. Et à notre sens, par exemple, chez Sycomore, il n'est pas légitime de qualifier le nucléaire comme une activité verte. Autre exemple, le diesel. Le diesel émet moins de CO2 que l'essence. Donc si vous prenez un critère uniquement carbone, vous allez dire que le diesel, c'est super. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une source de pollution de la qualité de l'air dans tous les environnements urbains. Et après, il faut... Voilà, on a soit le climat qui tue dans 30 ans, 50 ans, je ne sais pas très bien, soit la qualité de l'air qui est aujourd'hui la première cause de mortalité mondiale, d'après l'OMS, dans les morts qui sont dues à l'environnement. Et donc notre conviction aussi, c'est partagée avec les experts avec lesquels nous travaillons sur les métriques environnementales, c'est que forcément il faut regarder aussi la qualité de l'air, notamment comme externalité, et conclure que le diesel c'est peut-être pas la solution. Voilà, 3e exemple, c'est les plastiques. Lorsqu'on regarde en analyse de cycle de vie les empreintes CO2 en prenant le scope 1, 2, 3 des emballages pour les boissons, eh bien, on trouve que les bouteilles en plastique en PET, c'est les plus écologiques parce que il y a 4 fois moins de CO2 en analyse de cycle de vie, donc en équivalent CO2 par litre de boisson, ramené à la fonction utilisée qui est de boire. Et là aussi, le CO2 nous montre que nous fait faire l'impasse sur les océans, l'océan de plastique. Donc voilà, je pense que le message important, c'est dans la définition de verte, il faut vraiment que le climat soit intégré à ça, bien sûr. Mais pas seulement. Et d'ailleurs, c'est le schéma mondial qui est pris à travers les objectifs de développement durable, où il y a le climat qui est un des 17 ODD. C'est clairement le schéma qu'a pris l'Europe dans son nouveau plan sur la finance durable de mars 2018 et dans les tentatives de taxonomie verte où l'atténuation du réchauffement climatique est un des 6 objectifs
qui sont fixés. Et le deuxième étant l'adaptation, et les 4 derniers objectifs fixés par la Commission européenne étant en lien avec la qualité de l'air, la biodiversité, l'économie circulaire. Et juste pour vous donner juste une dernière illustration, c'est toujours très facile. Si on regarde que l'empreinte carbone, en plus avec les métriques disponibles dans les marchés financiers, ça vous donne la photo qui est derrière moi, qui vous dit que finalement Ferrari est une super entreprise. Et si vous voulez décarboner votre portefeuille, vendez Veolia et Alstom, achetez du Ferrari et du Zalando. Et la deuxième slide, ça va résumer le deuxième point. Et donc, ça, c'est l'illustration que je vous disais tout à l'heure. Voilà, si on regarde que le carbone, et qu'on n'a pas de problème de scope, donc ce qu'on va jusqu'au scope 3 pour les spécialistes, ben on commet quand même le problème, enfin la limite du carbone only, et on prend des mauvaises décisions en disant que le plastique, c'est fantastique, ce qui n'est pas vrai. Voilà, donc approche capital naturel, et je pourrais développer après. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, ça serait dommage et dommageable qu'on arrive à faire des contresens de cette nature-là. Donc c'est un point d'alerte. Je reviendrai à vous tout à l'heure parce que vous soulevez un certain nombre de problématiques et vous y répondez avec des outils. On l'évoquera tout à l'heure. Thierry, tu évoquais tout à l'heure l'engagement à la fois des territoires et des entreprises parce qu'en termes de neutralité carbone, c'est le cas. Toutes les parties prenantes définissent aujourd'hui des objectifs de neutralité carbone. Alors il y en a une qui a été pionnière en France. Une entreprise, c'est bien le groupe La Poste, qui a été sans doute un des premiers à enfourcher ces sujets et à définir ses objectifs de neutralité carbone. On va peut-être regarder, avant de vous passer la parole, Laure, un film récent qui va raconter cette épopée de la neutralité carbone appliquée au groupe La Poste. Et on vous retrouve tout de suite après ces quelques images. Est-ce que vous démarrez la vidéo en régie ou je m'en occupe? Ah, alors visiblement, on a un petit problème. Je vous laisse le régler. Bon, on va commencer à échanger alors, Laure, le temps qu'on résolve le lancement de la vidéo. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de la responsabilité sociétale et environnementale de la branche service courrier-colis du groupe La Poste. Alors, on a l'habitude de vous interpeller en vous disant qu'est-ce que vous avez fait à La Poste, etc. Moi, je vais vous interpeller sur une autre question. Est-ce que c'est facile d'endosser le rôle du pionnier? Est-ce que c'est facile de ne plus l'être, c'est-à-dire à un moment donné d'être rattrapé par d'autres entreprises? Est-ce que c'est toujours un avantage d'être pionnier? Alors, je pense que ce qui est effectivement intéressant de partager, nous, on a eu la chance et un défi qu'on a, j'espère, en partie relevé depuis un peu plus de 15 ans. Donc, on a pris la ligne de départ du marathon dans les années 2000. Ce qui est extraordinaire, c'est que d'être pionnier et de montrer la voie, ça a cette vertu de pouvoir jouer un rôle majeur qui est un rôle d'acteur transformant. Donc bien évidemment, Thierry, tu le disais, il y a cet enjeu de mesure, de réduction et de compensation, je vais y revenir. Mais avant tout, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment, quand on est un groupe aussi important, et notamment, je rappelle quand même qu'on fait 100 fois le tour de la Terre par jour, et qu'un peu plus de 60% de notre poids carbone est finalement lié à des sous-traitants, c'est de voir comment, au-delà de notre propre périmètre, et je vais y revenir, on peut aussi agir, au-delà d'être dans du pur contrôle et de l'audit, dans un accompagnement de l'ensemble de la chaîne de valeur qui vous accompagne dans cette performance et qui assure aussi une interface très forte avec vos clients et les clients de vos clients. Donc c'est, je pense, ça qui a toujours guidé l'action de La Poste. Ce rôle d'acteur qui doit, dans cette chaîne de valeur, arriver à accompagner aussi l'évolution de la performance. Et être effectivement pionnier, ça a au moins la vertu, à un moment donné, d'avoir cette fierté, d'avoir montré la voie et d'avoir montré que c'est possible. La neutralité, finalement, quand notre ancien président Jean-Paul Bailly a fait ce pari en 2012 d'aller vers cette neutralité carbone intégrale, je pense qu'on faisait partie des rares entreprises qui avions lancé cette démarche sur l'intégralité des émissions, de manière gratuite pour nos clients et sur 100% du périmètre. Donc une démarche qui était vraiment emblématique.
on en parlait très peu, ça semblait peu probable. Et je pense que quand on voit, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, Amazon qui annonce qu'en 2030, il va essayer sur 50% de ses flux d'être neutre en CO2. Enfin, nous, on est assez contents. Déjà, on lui dit, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'avec La Poste, puisqu'on est un acteur majeur à tes côtés, c'est que tu as une partie du flux qui l'est depuis 2012 grâce à nous. Et on voit aujourd'hui que des choses qui paraissaient improbables à l'époque voient le jour et de manière extrêmement dynamique. Tu as parlé du label bas carbone. Pareil, quand en 2014, La Poste s'est dit on ne peut plus uniquement compenser en allant dans les pays en développement, mais on va ajouter une pierre à notre grand puzzle en allant soutenir des projets agricoles et forestiers en France, parce qu'on est une entreprise particulièrement attachée à la création de valeur sociétale dans nos territoires, et qu'on avait des clients et nos postiers qui nous disaient on est très fiers de ce qu'on fait à l'autre bout de la planète, mais avant tout, on aimerait apporter une contribution au climat, mais aussi vis-à-vis des services rendus par les écosystèmes. Donc moi, je rejoins aussi l'idée que le carbone, c'est essentiel. On est là pour en parler aujourd'hui. Pour autant, nous, on est toujours multicritères, notamment la partie pollution atmosphérique, parce que 100 fois le tour de la Terre... Si je vous donnais les chiffres en matière de particules et de NOx, c'est assez terrifiant. Et puis, bien évidemment, il y a cet enjeu de toute cette biodiversité. Et aujourd'hui, ce qui est assez remarquable, c'est que finalement, en France, on peut avoir des projets qui nous permettent de séquestrer du carbone, de valoriser les services rendus par nos écosystèmes et surtout de contribuer au développement économique et à la création de valeur sociale, puisqu'on a beaucoup d'emplois non délocalisables dans ces filières-là. Et La Poste a toujours été très fière, finalement, d'avoir apporté sa pierre à l'édifice pour montrer la voie et arriver aujourd'hui à finalement ce qui était quasiment improbable il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est un défi. Après, oui, il y a des frustrations. Vous prenez des démarches où on a été absolument exemplaire, par exemple dans le domaine de l'éco-conduite. Quand on a 260 000 collaborateurs, il y a des moments, si on regarde les rythmes de nos projets, on est moins bon, ou on en fait moins, ou on en fait différemment. Et c'est vrai que quand on a des collaborateurs très citoyens, par moment, on peut peut-être décevoir. Et donc, il faut trouver d'autres relais de motivation et de dynamique. Et c'est pour ça qu'on a aussi lancé, il y a 3 ans, un fonds carbone interne où on mobilise nos 500 directeurs d'établissement sur des projets où il y a une émulation financière et managériale, surtout, pour que chaque postier se sente contributeur de cette réduction, puisque, comme le disait Thierry, la compensation, c'est que la cerise sur le gâteau. Le quotidien, c'est réduire, 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 et il n'y a que ce mot-là. La compensation, on est 2 ou 3 à en parler dans l'entreprise. C'est très technique, et on n'en parle finalement qu'à des publics avertis, puisque l'enjeu, c'est que nos collaborateurs soient avant tout irrigués et motivés, et finalement par ce seul souci qui est avant tout de réduire. Oui, je crois que vous faites bien de le préciser, c'est-à-dire que cette notion de neutralité, elle est toujours elle n'est pas simple à comprendre, mais en aucun cas elle n'occulte l'objectif de réduction, elle est complémentaire avec l'objectif de compensation, éventuellement on en reparlera tout à l'heure. On va peut-être refaire une petite tentative pour la vidéo, parce que Florent m'a fait un petit signe qui est en régie, à un monde et c'est meilleur. parti. Pour vous, cela peut passer par le choix d'un partenaire responsable comme La Poste, parce que La Poste et Colissimo s'engagent pour la neutralité carbone. Mais comment est-ce possible? Il s'agit tout d'abord de réduire les émissions liées au transport. Pour acheminer lettres et colis, La Poste veille à optimiser au maximum ses chargements. Elle modernise ses équipements logistiques et multiplie ainsi par 3 la capacité de chargement de chaque trajet. Ensuite, La Poste, c'est la première flotte électrique au monde, avec pas moins de 37 000 véhicules électriques, voitures, quads, 3 roues et vélos. Pour favoriser une livraison respectueuse de l'environnement et de la qualité de l'air, La Poste a formé 80 000 de ses postiers à l'éco-conduite. La Poste a recours à de l'électricité exclusivement produite à partir de sources d'origine renouvelable. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut compenser. La Poste compense en investissant dans de très beaux projets en France et dans le monde. Ces projets permettent d'éviter le rejet de gaz à effet de serre et contribuent à la transition énergétique des territoires. Agissant au plus près des populations locales, ils contribuent également à l'amélioration des conditions de vie des populations et favorisent l'accès à l'éducation. Tout cela fait de La Poste le numéro 1 en Europe de la compensation carbone volontaire et membre du top 5 mondial. Chaque jour, La Poste assure la neutralité carbone de l'ensemble de ses offres. Courrier, colis, services numériques et de proximité. Avec La Poste, encourageons nos clients à adopter une consommation plus responsable. Ensemble, préservons l'environnement.
Oui, la question, c'est la création de valeur dans le parcours client aussi, vous en parlerez. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, on fait des belles choses, mais on a encore plein de choses à faire, sur lesquelles on est encore au début. Je vais les citer rapidement, juste par thématique. L'enjeu, c'est le client. Donc, le film que vous voyez, en fait, il n'est pas fait pour nous en interne, il est fait pour être co-brandé avec nos clients. Donc, quand on dit « avec la Poste », ça peut être Cdiscount qui dit « avec la Poste » et qui s'adresse à vous, clients destinataires, notamment en particulier clients du colis. Ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est de voir comment on modélise cette création de valeur et comment on la partage avec nos clients pour démontrer le bénéfice que ça lui procure et le bénéfice que ça va procurer à un Zalando. Je parle de Zalando puisque on est en contact avec eux sur ce sujet. Comment lui-même, ensuite, vis-à-vis du client destinataire, va pouvoir rendre visible et lisible ce bénéfice au moment de l'acte d'achat. Donc ça, c'est le sujet majeur aujourd'hui. C'est comment on dialogue avec nos clients pour le compte de leurs propres clients, pour démontrer les bénéfices et en faire finalement des programmes d'implication dans une logique finalement de communauté impliquée face à leur choix de consommation. Sujet majeur. Deuxième sujet, on parle de mesurer, réduire, compenser. Moi, j'ajoute toujours prévenir avant même de mesurer. Et là, ça touche la population des marketeurs. Tant qu'on n'a pas réussi à imprégner nos équipes marketing dans une logique de cycle de vie, de cette capacité à intégrer la réflexion extra-financière, carbone, mais aussi d'autres paramètres que vous citiez tout à l'heure, les matières, les métaux, etc., je pense qu'on passe à côté d'un levier majeur parce qu'on ne peut pas ensuite packager quelque chose à un client si ça n'a pas été initié dans une réflexion amont que le marketeur embarque dans le cycle de vie de son offre. Donc il y a ce sujet-là majeur. Et puis un dernier sujet, c'est la communauté des financiers et des stratèges de l'entreprise. Et là, on est en cours de déploiement d'actions très très fortes. C'est comment on revisite l'analyse de la performance du compte d'exploitation d'un directeur d'établissement. Donc chacun de ces 500 directeurs d'exploitation, tous les mois, ils sont évalués par la finance sur leur performance. Et comment on peut, c'est pas simple, injecter des indicateurs, notamment environnementaux, qui permettent d'avoir véritablement une appréciation à l'échelle d'un directeur d'établissement d'une performance globale. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, et pour autant, c'est quelque chose qui est indispensable si on veut passer à vraiment des actions de rupture. Et puis, pour finir, bien évidemment, au-delà d'un compte d'exploitation opérationnel, il y a toutes nos méthodologies dans nos business plans, les fameux business design de nos stratèges, comment on arrive à appréhender les paramètres extra-financiers, notamment le carbone, la pollution atmosphérique, le fait de créer des emplois et de recourir à l'ESS. Je prends que ces 4 sujets qui sont des sujets qu'on est en train de monétariser. Comment on peut les monétariser de manière efficace dans finalement le cycle de vie d'appréciation de la valeur d'un projet. Je pense que c'est évidemment pas simple, mais c'est la prochaine étape, sinon on aura du mal à passer à la vitesse supérieure. Merci Voilà. Laure. Oui, on voit bien. Enfin, ce que vous nous racontez, c'est que vous avez couru le marathon un peu avant tout le monde. Alors, on est encore en train de qu'aujourd'hui, courir. Vous êtes encore en train de courir. Il y a des arrêts au stand assez souvent. Mais il y a des arrêts au stand et vous êtes particulièrement challengé pour tenir le palmarès aussi des entreprises vertueuses qui se sont saisies de ces objectifs de neutralité. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Thibaut Aubrac de la Perrière. Vous êtes délégué changement climatique à la direction du développement durable d'EDF. Vous êtes évidemment, en tant qu'EDF, un acteur clé de cette transition, voire révolution énergétique que nous devons mener. Vous êtes, puisque vous êtes fournisseur d'énergie. Comment est-ce qu'en tant que fournisseur d'énergie, on contribue à ce défi extraordinaire de réduire nos émissions de 40% d'ici 2030, c'est-à-dire dans 12 ans, et de quasiment 80%, puisqu'il faut donner des chiffres, à 2050. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est atteignable? On le sait tous, on a des gros doutes maintenant. Comment vous contribuez à avancer sur ces objectifs, Thibaut? Alors évidemment, EDF s'inscrit totalement dans ces objectifs, donc en particulier de neutralité carbone. Donc la stratégie d'EDF, le cœur de la stratégie d'EDF, c'est d'être un électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone. Donc quand je dis champion de la croissance bas carbone, ça veut dire que nous mettons le carbone en premier, mais nous n'oublions pas les autres enjeux qui ont été cités, donc la biodiversité, l'efficacité énergétique et aussi la question des déchets nucléaires pour lesquels nous avons une solution qui d'ailleurs sera débattue, mais je ne pense pas qu'on en parlera beaucoup aujourd'hui. On va forcément l'évoquer tout de même. Bon, on pourra y revenir. Pas la question des déchets nucléaires, du nucléaire. Ouais. Voilà. Alors,
Par ailleurs, pour revenir au sujet du carbone, nous nous sommes engagés publiquement à aller au-delà des exigences de la trajectoire 2 degrés de la COP 21. Et cela passe bien sûr en premier lieu par la fourniture à nos clients d'une électricité très bas carbone. Alors peut-être juste un mot pour rappeler ce que c'est qu'une électricité bas carbone. Oui, merci. Donc vous savez qu'au moment où elle est consommée, l'électricité n'émet rien, n'émet pas de CO2, donc une voiture électrique est propre à l'usage. En revanche, tout dépend de la façon dont l'électricité est produite. Si l'électricité est fabriquée, comme dans beaucoup de pays du monde, avec du charbon, du gaz ou du fioul, l'électricité est très carbonée. En revanche, quand elle est fabriquée avec du renouvelable ou du nucléaire, elle est très bas carbone. Voilà. Alors, quelques chiffres pour fixer les idées. Donc, en Europe, le contenu moyen du kilowattheure est de 300 grammes. Ça veut dire que fabriquer un kilowattheure moyen en Europe, c'est environ 300 grammes. En France continentale, un kilowattheure produit par EDF, ça émet seulement en 2018 14 grammes. Voilà, donc vous voyez l'écart, c'est à peu près un écart de 1 à 20, donc c'est très important. On peut dire aussi que 97% de l'électricité produite par EDF est émise et produite sans émission de carbone, et on pourrait dire aussi que si tous les kilowattheures produits par EDF étaient au niveau du contenu moyen européen, eh ben la France émettrait environ 200 millions de tonnes de carbone de plus, c'est-à-dire à peu près 50% en plus. Donc EDF fait aussi, d'une certaine manière, la performance carbone de la France. Et en plus, on s'engage à aller encore plus loin, puisque nous avons pris l'engagement de baisser nos émissions encore de 40% d'ici 2030. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de nous engager sur la voie de la neutralité carbone. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que ça veut dire que l'électricité d'EDF, elle sert aussi à décarboner l'ensemble de l'économie. Ça veut dire que l'électricité que nous vendons à nos clients, puisqu'elle est très bas carbone, leur permet de se décarboner eux-mêmes. Et donc beaucoup le mettent en avant d'ailleurs, et ça nous va très bien. Mais effectivement, un logement qui est chauffé avec une pompe à chaleur ou une voiture qui fonctionne à l'électricité émet beaucoup moins que un logement chauffé au gaz ou une voiture qui marche aux énergies fossiles. Voilà. Alors, d'ailleurs, vous dites qu'il y a des limites, je pense que vous évoquez le gaz, il y a des limites réglementaires. En fait, vous dites qu'on est dans une configuration où les règlements ne sont pas du tout en phase avec les objectifs. Juste, est-ce que vous pouvez commenter ça en quelques secondes ? Oui, donc en quelques secondes, effectivement, il est important que les réglementations soient en phase avec l'objectif de neutralité carbone. Or, il se trouve que nous avons des réglementations thermiques dans le bâtiment qui, ces dernières années, ont permis en fait aux solutions carbonées, comme le chauffage gaz par exemple, de se développer. Or, vous savez que quand on construit un bâtiment neuf, il sera toujours là en 2050. Vraisemblablement, il émettra toujours parce qu'on ne change pas tous les matins de solution de chauffage, par exemple. Et donc, il faut qu'en 2050, pour que la France soit neutre en carbone, que les bâtiments soient quasiment totalement décarbonés. Donc, la réglementation peut être un obstacle vis-à-vis de cet objectif. Alors, deux questions qui sont liées à tout ce que vous venez d'évoquer. La première, si on évoque le mix énergétique, et comme quoi je ne vais pas mettre très longtemps à vous interpeller sur la question du nucléaire, vous avez aussi des engagements concernant la baisse de la part du nucléaire dans ce qu'on appelle le mix énergétique, et puis l'engagement aussi de fermer les dernières centrales à charbon. Tout à fait. Donc, on s'engage parfaitement on s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, deux textes un peu techniques, mais qui sont en cours de discussion actuellement et qui sont très importants pour nous, évidemment. Donc, il est prévu effectivement que nous fermions les dernières centrales charbon avant 2022. On en a déjà fermé plusieurs, mais donc on veut aller au bout de cet exercice. Et nous nous inscrivons aussi totalement dans l'objectif de ramener la part du nucléaire à 50% du mix électrique. Bon, parce que assez souvent, il ne faut pas l'oublier, on confond mix énergétique et mix électrique. Et il faut savoir que l'électricité ne représente qu'à peu près 25% de l'énergie consommée en France. Et donc, la priorité, c'est peut-être pas de continuer à décarboner l'électricité qui est déjà très carbonée, même si on va le faire. La priorité, c'est avant tout de supprimer le fossile, parce que pour aller vers la neutralité carbone, l'objectif, c'est pas tant de faire plus de renouvelables, c'est surtout de faire moins de fossiles, même si plus de renouvelables peut être un levier, un moyen dans cette direction.
Merci Thibault. Et alors, dernier point pour faire le lien avec ce qu'on a évoqué concernant la finance verte. Vous êtes également présent sur le volet investissement et vous êtes émetteur de green bonds. Oui, tout à fait. Donc, depuis 2013, on a effectivement émis environ 4,5 milliards d'euros de green bonds. Donc, c'est de l'argent que nous collectons avec la promesse de l'investir dans des investissements verts. Donc, on investit dans du solaire, dans de l'éolien et également dans de l'hydraulique. On mesure l'impact de ces investissements en termes d'émissions évitées par une méthode qui est auditée. Et par ailleurs, il faut savoir que nous avons aussi des actifs que nous gérons. Ce sont des actifs qui sont des provisions en quelque sorte pour préparer le démantèlement de nos centrales nucléaires. Vu que ce sont des investissements long terme, qui sont dans des actions, des obligations ou même des actifs non cotés, nous tenons absolument à introduire une prise en compte du risque carbone dans la gestion de ces investissements. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est un chantier en cours, mais qui est très important. Ces actifs représentent à peu près 25 milliards d'euros quand même. 25 milliards d'euros, donc ce n'est pas négligeable. Merci beaucoup Thibault. Alors vous disiez aussi, quand on s'est parlé en préparation, qu'il fallait intégrer la dimension risque climatique dans les investissements. Donc c'est justement sur cette question, et merci pour la transition, concernant donc la gestion des risques, est-ce que finalement cette gestion des risques n'est pas la vraie porte d'entrée pour l'action climatique, pour la résumer. Jean-Guillaume. Clairement oui, ce qui est normal parce que le premier devoir et la première responsabilité professionnelle dans la finance, c'est d'évaluer les risques. C'est le cœur de métier. Et c'est clairement ce qui a été pris comme orientation depuis 3 ans, notamment à la demande du G20 qui a mandaté le Financial Stability Board d'étudier ce sujet, et ça a donné lieu à ce qu'on appelle la TCFD, qui est la Task Force for Climate Related Financial Disclosure, donc tout ce qui est reporting et transparence sur l'impact climatique. Et puis il y a eu aussi le discours de Mac Carney, gouverneur de la Banque d'Angleterre il y a 4 ans, qui ont répété une évidence, c'était que lorsque un financier dont la profession est notamment d'évaluer les risques et les opportunités, s'il ne prend pas en compte les risques de nature climatique, qui sont des risques à différents niveaux, et notamment le risque de transition et le risque physique, il ne faisait pas son boulot. Donc oui, le climat, alors historiquement, contrairement un petit peu à tout ce qui se passe dans l'industrie, moi je ne viens pas de la finance, je viens de l'industrie, c'est la thématique climatique qui est un petit peu en tête de gondole sur beaucoup de sujets, mais le cas général reste quand même le multicritère, comme vous l'avez tous dit, ce qui est quand même rassurant. Oui, ça a été le point d'entrée. Et donc le risque physique, c'est vraiment le fait qu'un actif, qui peut être une usine, qui peut être un bâtiment, si on a un parc immobilier, va être soumis tout simplement, par exemple, à une augmentation des eaux, s'il se trouve à 1 mètre au niveau à 1 mètre du niveau de la mer, ou peut être soumis à des variabilités météorologiques extrêmes, s'il est en zone tropicale, etc. Donc ça, c'est le risque physique. Et puis il y a le risque de transition, qui est tout simplement d'essayer d'anticiper, est-ce que ce business model sera encore là dans 10 ans, dans 20 ans, ou est-ce qu'il sera affaibli? Et c'est sûr que les aberrations environnementales qui sont aujourd'hui de plus en plus pointées du doigt par les consommateurs. On peut donner l'exemple de la viande. Je ne sais pas, moi, il y a 10 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire vegan. Aujourd'hui, chez nous, chez Sycomore, un stagiaire sur 2 est vegan. Et puis l'autre moitié est flexitarien. Et c'était voilà, donc on s'y est mis aussi. On peut faire le sondage dans la salle aussi. Alors, je sais pas combien de véganes dans la salle? Allons-y. Ça va être drôle. Ah, pas tant que ça, pas tant que ça, pas tant que ça. Et combien de flexitariens? Flexitariens. Ah. Ça vient. C'est l'étape d'avant, okay. Flexitarien. Donc on mange moins de viande. On élargit le sondage. Voilà. Donc vous démontrez que le risque de transition existe pour les acteurs de la nourriture très chargée, notamment en CO2, parce que la viande de bœuf, par exemple, c'est la pire.
surtout si elle n'est pas bio, surtout si elle vient d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord, en élevage intensif. Donc voilà, ça c'est le risque de transition. Donc c'est clairement en train de pénétrer dans la finance. Et aujourd'hui, il y a un ensemble de métriques, on va peut-être y revenir, qui commencent à adresser ce point complètement majeur. Dernière chose, il y a dans le monde anglo-saxon juridique le risque, la responsabilité fiduciaire. C'est-à-dire qu'un gérant de fonds de pension anglo-saxon peut être condamné pour n'avoir pas pris en compte les risques qui étaient connus par tout le monde. Merci. Et du coup, Thierry, cette gestion des risques, alors merci de nous les avoir redéfinis. Tu peux peut-être, Thierry, ajouter ta propre analyse sur cette gestion des risques. En tout cas, toi, en tant que président d'un cabinet de conseil qui est devenu leader en accompagnement auprès des entreprises, des territoires, la gestion des risques, c'est clairement peut-être un point de départ pour démarrer une stratégie climat. Alors, c'est vrai, je rebondirai sur ce que dit Jean-Guillaume. Effectivement, jusqu'à 2015, on s'est rendu compte que les organisations qui souhaitaient rentrer dans une démarche de neutralité carbone ou de responsabilité environnementale se souciaient beaucoup plus de la rentabilité des actions engagées, des actions environnementales engagées au niveau de leur organisation, de leur activité. C'est quelque chose qui a évolué à partir de 2015. Effectivement, ça correspond à peu près 3-4 ans. Avec la COP 21, on voit que la notion de risque est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur. Donc d'ailleurs, le rapport des risques mondiaux au Forum de Davos met le risque climatique au premier rang des risques mondiaux pour la 3e année consécutive. Donc les organisations l'ont bien compris. Et aujourd'hui, c'est plutôt la question du risque qui est prise en considération par les organisations, par les entreprises. Donc elle se pose la question, est-ce que mon activité, est-ce que mon organisation, est-ce que mes projets sont sensibles financièrement au risque? Donc c'est vraiment leur existence même qui est à prendre en considération. Donc au niveau d'EcoAct, effectivement, on a mis en avant le risque comme porte d'entrée fortement sensée pour rentrer dans ce type de démarche. Donc il y a une évaluation et une gestion ensuite des risques associés. Donc on a 4 offres qui sont liées au risque en fait. C'est le degré d'évaluation au risque physique, donc de l'organisation, la montée des eaux, l'exposition aux îlots de chaleur par exemple, et puis considérer ensuite leur matérialité financière. Deuxième, c'est le degré d'exposition au risque de transition. Donc, le risque de transition, on le disait juste à l'instant, c'est le risque politique, le risque de changement des technologies, le risque juridique. On a aussi le risque des évolutions de marché, donc à prendre en considération. Ensuite, les deux autres offres qu'on propose, on est convaincu qu'il faut prendre en considération l'impact majeur du monde financier, du secteur financier, qui a un levier d'influence énorme sur tous les secteurs confondus d'activité. Donc il faut accompagner, être capable de mesurer le poids carbone des investissements financiers, des portefeuilles d'activité de ces acteurs financiers. Et ensuite, le 4e volet, c'est de justement mettre en place des stratégies d'alignement par rapport à la stratégie de 2 degrés pour rester en deçà de cette dérive de 2 degrés en température. Merci Thierry. Alors, on a commencé un petit peu en retard malgré tout, le temps tourne. On va évoquer dans cette même logique de gestion des risques un point important puisque vous avez développé, vous Jean-Guillaume Péladan, au titre de Sycomore, un indicateur environnemental applicable aux services financiers. Ça s'appelle la Net Environmental Contribution. De quoi s'agit-il? Alors, en quelques minutes, malheureusement, parce que le temps file. Alors, je vais être très bref et c'est très facile à comprendre. Je ne sais pas si on peut passer les dernières slides. Mais donc, on a démarré la discussion avec Ferrari, qui avait une très faible empreinte carbone. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas du tout un mode de transport écologique. Sinon, la Poste serait équipée de Ferrari, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on a développé une métrique pour répondre à la question finalement qu'on posait, est-ce que ce fonds-là, est-ce que cette entreprise-là est verte ou pas? Et pour répondre au contexte réglementaire à la fois de hard law et de soft law qui s'est construit depuis 4 ans dans la finance, avec, je vous parlais de la TCFD, qui est de la soft law, parce que c'est une recommandation, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de signataires, et le PRI
va rendre obligatoire dans son reporting à partir de 2020 de dire quelque chose. PRI, principe pour l'investissement responsable, voilà, qui est vraiment une organisation mondiale avec beaucoup de signataires aujourd'hui. Donc c'est en train de rentrer dans la soft law, mais de plus en plus hard, on va dire. Et puis il y a l'article 173 de la loi sur la transition énergétique en France, qui a été voté en 2015, décret d'application sorti dans la foulée la même année. Et puis, depuis 2016, tous les acteurs de la finance doivent dire ce qu'ils font en matière extra-financière et surtout vis-à-vis de la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique et énergétique. Voilà. Donc, dans ce contexte, on a bâti une mesure qui est multicritère et qui donne, on va juste vous montrer le résultat que ça donne avec quelques entreprises cotées. Alors, il n'y a pas EDF. Mais EDF est plutôt du côté quand même écologique, du côté vert. Je ne sais pas si la slide suivante est là. Non, nous n'avions gardé que les trois principales. Il faut aller voir donc sur le site internet de Sycomore, et puis il y a de nombreuses publications qu'on a fait sur le sujet. Mais donc tout simplement, on positionne tous les business models sur cette échelle de moins 100% à 0%. Et donc la viande de bœuf que j'évoquais tout à l'heure, elle est à moins 100. La Ferrari est à moins 100. Zalando, qui est un modèle qui est basé sur la fast fashion et qui vous incite à porter un vêtement plutôt 5 ou 6 fois plutôt que 100 fois, ce qui était il y a 50 ans, c'est à peu près le nombre de fois où on portait un vêtement, on le lavait. Donc on n'est pas dans un modèle durable du tout, et il est du côté, il est à moins 40%. Et Veolia, en revanche, qui a une forte empreinte carbone parce qu'ils ont des incinérateurs notamment, et qu'ils ont aussi, il faut un peu d'énergie en Pologne avec du charbon, ça c'est moins bien. Ils ont une neg autour de 40%, et Alstom, qui est un acteur pur du ferroviaire aujourd'hui, maintenant toute la partie turbine a été vendue à GE, a une neg de 100%, comme celle du vélo, comme celle de la marche à pied ou de la voiture électrique lorsque le mix n'est pas trop carboné. Voilà, donc, et cette initiative va être en open source à partir de cette année, et on est en train de former un club ouvert. Tout le monde est invité à participer. Il y aura un atelier ce soir à 17h30 à ce sujet, la NEC Initiative. Donc, je vous invite à rejoindre cet atelier ce soir. Alors, nous devons conclure. J'avais évoqué, alors peut-être on va le faire quand même, sauf si on me fait des grands signes pour me dire que c'est vraiment terminé. Sinon, je prends 2 minutes complémentaires pour finir sur cette notion de référentiel. Évidemment, on ne pourra pas être exhaustif. Vous avez parlé de ce nouvel indicateur. Il faut quand même rappeler qu'on est en train d'affiner de plus en plus les méthodes et les cadres pour piloter cette transition énergétique, cette lutte contre le changement climatique. Peut-être rappeler juste en quelques secondes l'importance ce qu'on appelle des SBT, la Science Based Targets, qui consiste à être aligné sur la science. Et puis j'aurais aimé, Thierry, que tu nous dises un mot sur cette notion, ce qu'on recherche à faire, c'est-à-dire à établir la valeur de l'action climatique, et évoquer en quelques secondes le rapport Kiné, et on se quittera là-dessus sur cette ouverture, ce débat de savoir ce que vaut l'action climatique. Très bien. Donc, en quelques secondes, l'action climatique a besoin de cadres, de référentiels et de lignes directrices. Donc, on parle des Science-Based Targets. Il faut être capable de définir la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une activité, d'une organisation, en tenant compte de la science. Donc, c'est justement le Science-Based Target, et on a 80% des 500 plus grosses entreprises au niveau mondial qui sont engagées dans cette initiative Science Based Target. Donc, elle tient compte des spécificités de chaque secteur. Donc, c'est essentiel, effectivement, d'arriver, de cadrer à un niveau global tous les référentiels qui vont être suivis. Deuxièmement, il faut être capable de hiérarchiser, de structurer les actions qui vont être engagées ensuite au niveau d'une organisation. Et là, le rapport Kiné sur la valeur de l'action climatique va donner une indication. Il donne une valeur boussole du carbone pour justement rester en ligne avec cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Ce que dit le rapport, c'est que cette valeur boussole est à 250 € par tonne équivalent CO2. Il faudra donc engager toutes les actions pour lesquelles la valeur de la tonne équivalent CO2 est inférieure à 250 € et les engager de manière immédiate et indissociable, indispensable pour tenir cet objectif de neutralité carbone. C'est ce qu'on appelle la valeur tutélaire du carbone.
Merci, je trouve que c'est une piste intéressante parce qu'il faut continuer d'avancer et d'évoluer en ayant la mesure et la valeur de ce que l'on fait, de ce que l'on produit, de la façon dont on agit. On va conclure là-dessus sur cette note un petit peu technique. Je précise que Thierry Fornas, que vous présentez également tout à l'heure un atelier donc EcoAct où vous allez faire l'exercice de relier la notion de neutralité carbone aux objectifs de développement durable. Je ne sais plus à quelle heure c'était exactement, mais en tout cas, c'est dans la journée. C'est 13h30, vous intervenez aussi, Laure, à cet atelier. Donc, je vous y donne rendez-vous. Merci à toutes et à tous. Merci pour la qualité de vos témoignages. Merci pour votre écoute. Très bonne poursuite de votre itinéraire dans l'univers de l'économie durable. À bientôt.